Eh bien, pour continuer ce cours de statistique, je voudrais introduire des paramètres complémentaires, dont certains sont très simples et sont basés sur ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent. Alors, il y en a un qui sera tout à fait évident, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Alors, l'étendue, il suffit simplement de connaître la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, ça va être très rapide comme calcul. L'étendue, on va tout simplement la noter par un E majuscule. Et que vaut cette valeur? Eh bien, c'est donc la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Donc, x max moins x min, tout simplement. C'est-à-dire, dans tous les cas, xn moins x1, si vous êtes en train de travailler avec la série statistique, sera xk moins x1 si vous travaillez avec le tableau, mais vous aurez compris de quoi il s'agit, c'est vraiment très simple comme calcul à faire. Si on prend l'exemple que nous avions jusqu'à présent, il suffit que je refasse référence au tableau qui se trouve ici, eh bien on voit très bien que la valeur maximale est 12, on voit bien que la valeur minimale c'est 0, et bien donc dans ce cas-ci, si je veux connaître ce que vaut E, sera E est égal à 12 moins 0, c'est-à-dire 12. Il n'y a pas de grand secret à ce niveau-là. Alors, ce qu'on utilise aussi régulièrement en statistique, ce sont ce qu'on appelle les quartiles. Voilà, quartiles comme ceci, il y en a 3. Q1, Q2 et Q3. Alors, je vais faire un petit changement de notation en ce qui concerne Q1, Q2 et Q3. Simplement en notant que c'est toujours bien la recherche d'un x, pas de problème. Alors, le 1, 2, 3, je vais le remettre, 1, 2, 3. Et le 1, 2, 3, puisque je pars de quartile, eh bien je vais diviser par 4. Alors, un calcul très simple sera de constater que que 2 quarts c'est un demi. Vous aurez compris alors à ce moment-là qu'en réalité, le deuxième quartile, tout simplement la médiane. Donc il n'y a pas de secret, c'est quelque chose qui est déjà connu. Donc, vous vous souvenez que on peut également l'écrire sous la forme x 0.5. Donc il suffit en réalité d'aller voir où, à partir de quelle valeur, on a une répartition identique de valeurs à gauche de la médiane et à droite de la médiane. Donc, si vous voulez, 50%. Eh bien, le premier quartile et le troisième quartile, c'est exactement la même chose. Là, au lieu de prendre 50%, là, je vais en prendre 25%. Donc, ça correspond à 0,25. Et vous avez la même chose pour le troisième quartile, c'est 75%. Donc, 0,75. Voilà, alors, dans notre cas, notre petite série statistique que nous avons étudiée jusqu'à présent, eh bien, trouve le premier quartile et le troisième quartile exactement de la même manière que la médiane. Donc, je vais aller dans le petit tableau que nous avons ici, que nous avions conçu au tout début de ce cours de statistique. Voilà, alors rappelons un peu comment nous avions fait pour pouvoir trouver la médiane. Alors, l'idée, c'était, parmi les fréquences cumulées qui se trouvent ici, c'était de trouver la moitié, c'est 0,5. En fait, il suffit de faire 40 divisé par 2, eh bien, ça donne 20 quarantièmes, ou si vous voulez, valeur 20 qui se situe entre 17 et 24. Donc, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? J'avais tracé une droite qui passe entre 17 et 24 et qui s'arrête à ici. Et ce que je vous avais expliqué, c'est que ce que je devais faire par la suite, c'était de voir quelle était la valeur qui se situait pile en dessous de la droite en question que je viens de dessiner. Donc ici, cela voulait dire que, au niveau où je recherchais la valeur 20, c'est-à-dire la moitié de 40, donc je vais écrire 20 quarantièmes par exemple, ça me permettait de pouvoir trouver alors à ce moment-là que
voilà, la médiane valait 5. Eh bien, je vais faire exactement la même chose avec les 5% et les 30%. Pardon, les 75%. Je disais 30% parce que j'étais déjà en train de donner déjà la réponse qui va suivre. Alors, comment faire ça? On va chercher le premier quartile. Donc, c'est x1 quart. Le quart de 40, c'est 10. 10 se trouve, eh bien, on le voit ici, il se trouve entre 7 et 12. Donc, voilà, je vais faire exactement la même chose. Je vais tracer alors à ce moment-là une droite entre 7 et 12 et je vais voir où cela mène. Donc, entre 7 et 12, je suis là, je passe au travers de tout, j'arrive ici, paf, voilà, j'ai terminé. J'ai le 3 qui est en dessous. Voilà, donc, j'ai ici le quart de 40, 10, donc ça fait 10 quarantièmes. Eh bien, je vois que ce premier quartile, eh bien, il vaut donc 3. Même procédé pour la recherche du 3 quarts, 70%. Alors, 3 quarts de 40, c'est encore une fois très simple, justement parce qu'on était avec la valeur de 40 comme effectif total. Donc, c'est 30, c'est entre 29 et 33. Très bien, eh bien, je fais la même chose. Je vais tracer ma droite entre 29 et 33, comme ceci. Je regarde la valeur qui est en dessous, donc de nouveau la même chose, voilà. J'ai donc les 3 quarts de 40, c'est 30, donc nous sommes au niveau du 30 quarantième pour avoir les 75%. Et donc, le troisième quartile, il vaut naturellement la valeur qu'on a trouvée, 7. Et voilà, à partir de cela, on va pouvoir dessiner quelque chose qui est assez amusant. C'est ce qu'on appelle la boîte à moustaches. Alors, voyons comment est-ce qu'on dessine une boîte à moustaches. Je vais donc noter toutes les valeurs qui m'intéressent. Je sais donc que x1 vaut 0, donc on l'avait déjà ici. J'ai la valeur maximale qui vaut 12. Donc, je sais que sur l'axe des abscisses, je dois aller de 0 jusqu'à 12. Bon, là, jusqu'à présent, rien de nouveau, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Voilà, grosso modo, pour des X, voilà ce que nous avions dès le départ pour pouvoir tracer n'importe quel type de graphique. Et maintenant, je vais tracer ma boîte à moustaches. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais tracer sur trait. Un trait au niveau de la valeur minimale, un trait au niveau du premier quartile, on a vu que c'était la valeur 3. Le deuxième quartile, c'est-à-dire la médiane, c'est 5. Alors, le quartile suivant, le troisième quartile, c'était 7. Et la valeur maximale, c'est 12. Voilà. Alors, la boîte à moustaches, il faut d'abord que je rejoigne ici le premier et le troisième quartile, comme ceci. Et alors maintenant, je vais terminer les moustaches, voilà, de ma fameuse boîte. Voilà donc à quoi ressemble une boîte à moustaches. Alors, vous allez me dire, bon, il est très, très joli ce dessin, mais à quoi peut-il bien servir? Eh bien, supposez que l'axe des X ne représente plus, comme nous avions fait au départ, toute une série de magasins qui vendent des ordinateurs, mais au contraire que qu'on est en train d'examiner les notes d'un examen quelconque, puisqu'on parle de statistiques, ça pourrait être très bien l'examen de statistiques, qu'on mettrait alors à ce moment-là donc une note qui irait jusqu'à, on va dire simple, on va dire que jusqu'à 20. Hein, et à partir de là, on fait exactement l'étude qu'on a fait. On aurait par exemple entre 30 et 60 étudiants, suivant les différentes classes, et on dessinerait une boîte à moustaches pour une classe. Supposons ensuite que nous n'avons pas une classe, mais que nous en avons une dizaine. Nous avons 10 classes. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une boîte à moustaches, vous pouvez alors à ce moment-là en avoir 10. Eh bien, on peut comparer alors à ce moment-là les 10 boîtes à moustaches les unes à côté des autres et voir alors bien leur ressemblance, leur divergence. Voilà, alors pour différents paramètres bien connus
Ce sont les paramètres de dispersion, variance et écart type. J'ai rappelé la formule de la moyenne au-dessus, dont découle évidemment la variance. Eh bien, il existe encore d'autres types de paramètres, qu'on appelle paramètres, je vais dire les coefficients d'asymétrie. Alors, cela va prendre ce qu'on appelle un moment. C'est un terme, ça n'a rien à voir avec une durée. Qu'est-ce qu'on appelle un moment? Eh bien, c'est avec un indice quelconque. Je vais prendre le moment d'ordre 3, puis c'est exactement le même principe que la variance. C'est-à-dire que je vais prendre la formule de la variance, comme ceci. Donc, je réécris exactement la même chose. I est égal à 1 jusqu'à n. Je prends l'écart xi moins x bar. Voilà, mais cette fois-ci, je fais exposant 3. Vous voyez que vous pouvez avoir des moments d'ordre tout ce que vous voulez. La variance est en réalité le moment d'ordre 2. Vous pouvez avoir 3 possibilités dans ce cas-ci. Autant la variance est toujours positive, évidemment, puisque vous êtes en train de faire la somme de carrés. Quand vous avez affaire à un cube, eh bien, vous pouvez avoir à ce moment-là des valeurs qui sont positives ou négatives. Eh bien, suivant que vous tombez sur des valeurs positives ou négatives ou nulles, eh bien, si vous avez le M3 qui est négatif, vous allez avoir ce qu'on appelle symétrie droite. Si vous avez M3 qui est égal à 0, vous allez avoir une symétrie quasi parfaite, si pas parfaite. Et vous allez avoir aussi, si M3 est positif, eh bien, dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle une asymétrie gauche. Tout ce qu'il faut retenir, voilà, bien que je ne vais pas vous interroger sur les moments, c'est de savoir que au plus M3 nul, au mieux la distribution est symétrique, et si ce n'est pas le cas, d'office elle est asymétrique. Alors il existe des tas d'autres coefficients. Il y a un coefficient qui est assez classique. Je devrais m'en dire plusieurs parce que on peut choisir 2 types de coefficients de ce type-là. C'est ce qu'on appelle le coefficient de Pearson. Donc, je vous ai dit, il y en a 2, mais il y en a un dont on a la préférence. Donc, on dit coefficient empirique, très joli terme, de Pearson. Notez SK. Si je veux connaître sa valeur, eh bien, je vais prendre la moyenne, dont je vais retirer le mode. Notez que quand vous faites graphique statistique, eh bien, vous trouvez toujours une médiane qui se situe entre les deux. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous avez une moyenne qui se situe à gauche du mode, soit il se situe à droite. Donc, ça veut dire que si vous avez la moyenne qui se situe à droite du mode, eh bien, vous allez avoir à ce moment-là un coefficient de Pearson qui sera négatif. Alors, négatif, mais je n'ai pas tout à fait terminé ma formule. Là, il faut aller encore que je divise par l'écart type. Voilà, mais l'écart type est toujours positif, donc il n'y a pas de problème. Donc, je confirme bien ce que j'avais dit, c'est que vous avez alors à ce moment-là toujours les 3 fameuses possibilités qui vont signifier alors à ce moment-là l'aspect symétrique ou non symétrique de la distribution. Donc, encore une fois, si vous avez le coefficient de Pearson est négatif, eh bien, vous allez avoir la symétrie droite. Si vous avez toujours ce coefficient de Pearson, s'il est égal à 0, eh bien, vous allez de nouveau avoir une distribution symétrique. Et enfin, si vous avez le coefficient de Pearson qui est positif, eh bien, ça veut dire que la moyenne se trouve bien à gauche du mode et ça vous donne une asymétrie droite. Alors, je vous avais dit qu'il y avait d'autres coefficients de Pearson. Eh bien, il suffisait de dire que, que plutôt que de choisir le mode, on aurait pu choisir médiane. Eh bien, vous auriez les mêmes conséquences. Ça, vous n'auriez rien eu de changé. Vous n'auriez pas eu les mêmes valeurs numériques, mais ce qui était négatif au départ serait négatif à l'arrivée, ce qui était positif au départ serait positif à l'arrivée, etc., etc.
Voilà, c'était une petite leçon pour donner les paramètres complémentaires.